Bonjour, bon après-midi à tout le monde. En espérant que vous allez bien, bienvenue une fois de plus à notre série d'ateliers dans le cadre du cours Juste et Vert, la question écologique du travail. C'est une fois de plus un plaisir pour nous de vous accueillir dans cette session To d'échange. welcome you in this session of Installé où vous vous trouvez. On vous souhaite une fois de plus la bienvenue, la Glue Labor University, en partenariat avec la Friedrich Ebert Stiftung Foundation. Vous êtes la bienvenue. Prenez la peine de bien vous installer et également, si vous voulez, vous pouvez prendre une petite tasse de café ou alors un pomme pour éviter les va-et-vient. En espérant que ceci est bien compris, on aimerait vous informer que cette session est enregistrée. Si vous ne trouvez pas inconvénience, merci vraiment de nous tenir. If you don't find any inconvenience, Par ailleurs, on aimerait que vous vous présentez au niveau du chat box, au niveau de la conversation. Qui êtes-vous? Où est-ce que vous nous suivez? Sentez-vous libre de vous présenter. Cet après-midi, nous avons une de notre experts qui nous vient de l'Inde et cette personne va nous tenir sur la thématique le mouvement des pêcheurs et des paysans en résistance à la pollution des fleuves. The movement of fishermen and about pollution. So she's from the Social School of University. Mouvements sociaux, les relations travail-environnement, l'énographie, l'économie politique. Elle est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université de Floride du Sud. Et c'est un réel plaisir pour nous d'accueillir cet après-midi Silpa. Silpa, bienvenue parmi nous. OK. Silpa, cet après-midi, va nous tenir sur la thématique les mouvements des pêcheurs et des paysans en résistance à la pollution des fleuves années. Donc, à ce moment, nous allons donner la parole à Silpa pour nous parler un peu davantage. Qu'est-ce que le mouvement des pêcheurs et des paysans font au quotidien pour lutter contre la pollution des fleuves en Inde? Merci Silpa et vous avez la parole. Thank you so much. Merci beaucoup. Donc, je crois que je vais donner l'aperçu de la chose. Avant tout, ce qui m'a conduit à ce projet, c'était aussi comprendre les rapports entre les mouvements de pêcheurs. Alors, en commençant mon projet, j'étais aussi fasciné avec l'idée selon laquelle comment les mouvements peuvent se mettre ensemble. Et aussi, c'était les mouvements sociaux les plus puissants. Donc, c'était une exploitation, allais-je dire. Alors, la manière dont cela se fait à partir de la racine, vous allez les trouver. En fait, il y a encore les combats entre eux-mêmes, il y a des bagarres. Donc, le problème est dans le sud. Alors, quand j'ai commencé, j'ai essayé de comprendre le conflit entre les deux classes de travailleurs dans la communauté. Alors, donc, les agriculteurs et les pêcheurs, il y a quelques catégories de travailleurs qui se battent entre eux. Donc, et dans cette vidéo, c'est ce que j'ai essayé de traiter, de travailler là-dessus. J'ai essayé d'expliquer le conflit économique et enfin les problèmes entre les classes de travailleurs. Encore, quand vous venez dans le global sud, comme en Amérique latine, vous verrez que pas tous les mouvements sont classés ou encore tous ceux-là sont les travailleurs sont des travailleurs et ces communautés sont liées au travers de leur accès et disponibilité aux ressources disponibles. Donc, ils tirent leur vie, en fait, à partir des sources des eaux potables, des eaux propres, et il y a de ceux qui font aussi la pêche.
c'est là où ils tirent l'accès des ressources naturelles clés. Et alors, je vais de mon côté ce qui est un côté industriel qui est appelé Enureria. Mais si j'essaie de comprendre deux communautés qui se battent autour de la question de la pollution industrielle, donc c'est intéressant de voir donc, il y a quelques mots par rapport à la signification de l'État en entreprenant ce projet. Ça a une longue histoire de la classe des travailleurs. Et quand vous mettez ça dans le lexicon des différents pays, le gouvernement communautaire a assumé le pouvoir au travers peut-être le Parlement. Alors, ils ont pris le pouvoir, ils avaient des réformes et des terres historiques qui ont été faites dans les pays et tout cela les a aidés à développer un modèle. Ça s'appelait le Kettler modèle, donc K-R-E-L-E. Et si vous voulez que je puisse m'arrêter, faites-le moi savoir. Puis-je continuer? Puis-je continuer? Yes, you can continue. Okay, thank you, thank you. So alors, ce modèle, qu'est-ce qui est un peu spécial sur ce modèle? Sans pour autant atteindre les niveaux élevés de la croissance économique. Donc, comme on a mentionné, cet État n'avait pas un niveau élevé de la croissance économique et des niveaux élevés des indicateurs sociaux, y compris la mortalité chez les enfants. Donc, c'est le paradoxe de l'Académie de développement. C'est un peu étrange parce que accomplir le développement social sans croissance économique, donc c'est cela même la signification de ce modèle. Donc, il y a des demandes pour les bonnes approches. Donc, vous avez des unions, des syndicats de différentes parties qui dirigent les conditions de travail. Et vous avez des rivières polluées. Et vous avez un grand ensemble de travailleurs qui se trouvent, alors, disons, hors de l'organisation des travailleurs dans les pays. Donc, le travail sur les syndicats. Donc, ici, on utilise. Vous avez un grand nombre de travailleurs, un ensemble de travailleurs qui sont immunisés. Et il y a aussi ce qui est un peu précaire pour les travailleurs parce qu'ils dépendent des ressources naturelles. Alors, nous voulons simplement dire ceci. Le plus que les rivières, la rivière est peu, et les travailleurs les trouvent difficiles pour soutenir leur survie. Donc, on ne peut pas fermer toute une industrie comme ça. Alors, donc, le système de capitalisme, ici, nous avons le capitalisme industriel qui est la nature. En fait, là, on pouvait jeter tout, en fait, peut-être les manières où vous avez à produire ça et cela. Vous obtenez beaucoup de profits parce que vous exportez les produits qui ont beaucoup, en fait, beaucoup de matières de nécessité. Et donc, il y a eu beaucoup de profits et il crée beaucoup, en fait, de dommages. Alors, ça, c'est les gens qui dilemme. On essaie d'être un peu lent. Alors, le système de capitalisme, il y a deux classes de travailleurs. Donc, les travailleurs qui pensent que les travailleurs sont des ennemis, ou encore il y a une structure là où il y a c'est difficile, en fait, pour... alors, j'ai essayé de résoudre ce problème. J'ai juste reçu le message.
Puis-je répéter un point quelconque? Donc, je suis en train déjà de clôturer. Alors, en ensemble, ça, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma recherche. Alors, pour essayer d'indiquer les problèmes de traitement des travailleurs, donc dans une catégorie homogène. Pas tous les travailleurs comprennent, dépendant de la localisation, il y a un système de production. De quel secteur êtes-vous en train de parler? Est-ce que c'est le secteur industriel ou encore un secteur qui dépend des ressources? Alors, il faut créer des dynamiques qui entourent l'action. Il y a aussi les effets négatifs créés autour de cet environnement. Il y a aussi le besoin de mettre en avant la nécessité de la discussion sur la transition. Dans un pays tel que l'Inde, les personnes demandent souvent quelle est la voie de sortie pour libérer tout ce qui est toxique des rivières. Que devons-nous faire? Devons-nous fermer toutes les industries? Alors, on a soulevé plusieurs questions importantes, donc de Just Transition. Alors, qu'est-ce dit par rapport aux moyens de subsistance? Donc, c'est pourquoi c'est d'une importance extrême de parler de Just Transition pour le Global South particulièrement. Et nous amenons aussi en avant les questions de New Transition de l'énergie vers un autre. Alors, si vous planifiez d'avoir une transition sous une autre forme de subsistance, alors au sens de là, pas seulement polluer, mais c'est de s'assurer que l'inégalité existante sur le plan social n'est pas exacerbée. Nous devons nous rassurer de ça, que cette inégalité-là sociale ne puisse pas être exacerbée. Donc, nous devons avoir un système qui écoute plus les travailleurs, y compris la transition de l'énergie qui se passe en Inde. Donc, la transition à partir du charbon, du panel solaire, et cela a créé un grand fardeau aux communautés qui sont à la marge de la société. Et beaucoup de fois, cet achat de terres que nous avons pour les communautés mobilisées, donc il y a eu un déplacement des membres de communautés dans les structures des terres, il y a eu des conséquences écologiques pour le fait de flotter les panneaux solaires, des choses comme cela. Alors, vous devez aussi savoir que quand vous parlez de la transition, de quelle sorte de transition êtes-vous en train de parler? Donc, c'est important que la solution soit aussi juste dans ça. Donc, ça ne met pas seulement une seule personne sous les radars. Et c'est ainsi que je vais conclure la locution d'ouverture. Si vous avez des questions, en tout cas, je suis prêt à clarifier. Donc, ça peut aider à résoudre des problèmes. Donc, je m'excuse d'avoir été trop rapide. J'ai rendu la tâche un peu difficile aux interprètes. Donc, vous savez, deux choses qu'on a remarquées ici, quand nous parlons de Just et quand nous parlons d'un environnement propice, donc, même dans la catégorie des travailleurs, il y a différents temps et types de travailleurs. Donc, pas tous ont le pouvoir de la prise de décision. Donc, quand il s'agit du pouvoir des négociations collectives, donc, ce n'est pas le même pour tout le monde, mais peut-être pour des anciens syndicats. Alors, vous savez, délibérer avec une synthèse de pouvoir, allais-je dire. Alors, comment c'est pas facile de piquer ou de prélever les renouvelables si facilement? Alors, maintenant, nous sommes en train de préutiliser. Mais je serai plus que content parce que l'objectif de cette session, c'est de répondre à vos questions
au lieu que ce soit le contraire, que je ne puisse que seulement être en train de parler. Merci beaucoup, Sylva, d'avoir partagé avec nous pour cet échange que nous avons eu à propos des pratiques en fait des mouvements des pêcheurs et des paysans au niveau de l'Inde pour la lutte contre la pollution des fleuves. Vraiment, te disons merci pour ce partage d'expérience. Avant peut-être de donner la parole aux participants qui ont sûrement des questions, je crois que si vous avez des questions, merci de soulever vos mains pour poser la question que vous voulez poser à Sylvain. Mais avant de leur donner un peu la parole, on aimerait un peu savoir comment est-ce que le mouvement des pêcheurs et des paysans est organisé concrètement? Comment est-ce que tu arrives à manager ce mouvement pour pouvoir porter ces problèmes, en fait, ces problèmes qui minent vraiment la société en ce qui concerne la pollution des fleuves? Comment tu travailles avec eux au quotidien? Est-ce que vraiment, depuis que vous travaillez, il y a vraiment, comment on peut dire, il y a vraiment un changement quotidien dans les pratiques et comment tu fais pour réussir? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de multinationales là qui ne veulent pas donner, qui ne veulent pas lâcher en fait, parce qu'ils se disent que ça crée de l'emploi, mais en même temps, ils oublient la pollution qu'on crée au niveau des riverains. Quelles sont les difficultés au quotidien et comment tu fais pour surmonter cela avec ces acteurs-là? Merci. Many thanks for that question. So, merci pour la question. Alors, ce que j'ai compris de la question, vous me posez la question sur les solutions ayant étudié la région. L'un de ce que le mouvement essaie de résoudre, on est là. Donc, alors, donc, un peu tard en 1999, il y a eu quelques protestations et il y a eu un activiste dans la région. Alors, donc, on a dit bienvenue dans l'équipe de glace. Alors, il y avait des milieux en difficulté et il y a alors, on allait dire déjà bienvenue dans la chambre de gaz, mais vers la fin de 1990, alors les hommes et les femmes, donc en grand nombre, il y a eu une organisation. Alors, quand vous demandez le succès réalisé par l'organisation, c'est important de noter qu'ils accomplissent beaucoup de choses. Dans le sens où ils se trouvent dans l'industrie et ils mettent en œuvre plusieurs mécanismes à un niveau tel que la décharge de polluants est conclue, comme vous le savez, dans le contexte de l'air et de la pollution de l'air. Alors, en installant les canalisations d'eau usée et les usines de traitement d'eau. D'abord, on nettoie l'eau et on libère l'eau qui a été nettoyée. Et en d'autres termes, les mouvements rendus obligatoires pour ces industries à avoir les mécanismes et pour avoir fait pour cette rivière particulière. Alors, un autre succès ou encore le résultat pour ce mouvement a été obtenir l'eau propre. Et la pollution a été aussi chronique et qu'ils ont vraiment utilisé l'eau potable. Alors, ils ont obtenu déjà les mandats pour fournir l'eau propre gratuitement. Alors, je dirais que ça a connu un succès
Et ce qui est arrivé, c'est qu'après 2 ans, les syndicats des travailleurs industriels ont senti qu'il y a une tendance grandissante dans l'industrie. Donc, le plus il y a des pollutions, ça cause des problèmes. Alors, il y a eu maintenant une négociation collective. Donc, si vous n'essayez pas d'adhérer à ce qui a été décidé, vous aurez des problèmes. Alors, il y a eu des syndicalistes qui ont commencé à combattre la pollution des eaux. Alors, ils ont commencé à cadrer et à justifier. Les syndicalistes maintenant ont essayé de faire voir les locaux, les autochtones, à faire voir les méfaits et les côtés négatifs de la pollution. Et dans le mouvement local, alors ils ont commencé tout doucement et il y a eu maintenant une baisse. Of course, there have been instances of such success. There have been some measures. The pollution of the river, it got diminished significantly. However, it was not long lasting. The unions also collectivized, and it became a fight between two social movements, which forced the local environmental movements to slowly recede. Having said that, there are many cases, judicial, inquiries and interventions still happening and ongoing. So the litigations are still put before the court. The court has to decide on a lot of things. But however, the green movement has to, or was forced to recede after there were significant attacks from the local trade union collective. I hope I answered your question. And about the fish workers problem so you see, maybe for 1 or 2 years, when the industrial workers were mandated to install mechanisms to counter pollution like sewage treatment plants or scrubbers, etc., those years, the river flew without any changing color. So one of the significant aspects, if you remember the video lecture, is that the river flowing in different colors throughout the year, depending on the chemical that was released into the river. The time when they could successfully get some of these installations made, those years the river flew without any color changes, and those years the fishing community could eke out a living, and also the catchment improved, and also the diversity, right? The biodiversity and the varieties of fishes started reappearing in the river. But this did not last for long, sadly. So that is another problem that most of the countries, particularly in the global south, face. To what extent can you compromise on economic growth? To what extent can you compromise on industrial development? To what extent can you install environmental regulations without hiking up the cost of the industry so that they would start hurting their own workers? So it's a very complicated problem in that sense. Alors, c'est un problème vraiment compliqué. J'espère que j'ai essayé de donner quelques sens. Je m'excuse pour l'interruption, il y avait un problème de connectivité. Si vous avez des questions, posez-les. Merci. À présent, nous allons donner la parole aux participants. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut poser sa question. Est-ce que vous pouvez un peu indiquer en levant la main si vous voulez poser la question, comme ça on vous donne la parole pour poser votre question. Je vois parmi nos participants qui sont connectés, je vois Michael, je vois Nathaniel, je vois Roger, je vois Lucky, je vois Fatouba, je vois Clément. Non, Clément est notre traducteur. Donc, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Je pense que vous êtes des acteurs du terrain proactifs, donc posez la question à notre expert s'il part cet après-midi. Toute question est la bienvenue, merci. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, je suis Roger Fomen du Cameroun. Et la question de l'environnement, le plus souvent chez nous, est une question pas très nouvelle, mais qui n'est pas tellement perçue.
par le commun mortel, surtout que nos gouvernements ont eu dans le temps, n'est-ce pas, l'habitude d'intimider les populations au point où les organisations des travailleurs de ce domaine ne s'expriment pas valablement dessus. Tout simplement parce que les différentes propositions sont battues en brèche par nos gouvernements. Alors, nous voulons vraiment profiter des différentes expériences des autres pays pour voir l'approche. Parce que chez nous ici, lorsque vous voyez dans les mangroves, on y déverse des détritus, on voit dans certaines rivières, on y déverse, n'est-ce pas, des déchets chimiques de certaines sociétés et qui circulent, n'est-ce pas, en même que les populations qui y vivent, leur donnant des maladies et puis leur donnant beaucoup de malaise. Nous nous posons réellement des questions de savoir pourquoi est-ce que nos gouvernements ne prennent pas les devants pour essayer, n'est-ce pas, de réguler la situation. Donc, d'après ce que nous sommes en train de voir régulièrement, c'est que c'est les populations qui s'organisent autour, n'est-ce pas, du problème posé par les conséquences des déchets toxiques déversés, les conséquences des déchets toxiques déversés dans les rivières, qu'ils prennent donc conscience et partent, n'est-ce pas, vers l'attaque. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de voir là régulièrement. Parce que s'il n'y a pas de constat, c'est difficile carrément que les gens se prononcent. Donc, de ce côté-là, est-ce qu'il y a un canevas idéal pour permettre aux organisations de travailleurs de prévenir? Ça veut donc dire qu'au moment où une société s'installe, qu'on commence déjà à voir qu'il peut y avoir pollution là-bas, il peut y avoir problèmes climatiques là-bas, il peut y avoir... En ce moment, on prévient, n'est-ce pas, les gouvernements et les populations. S'il y a un canevas dans ce sens-là, ça nous intéresserait. Merci. Many thanks for the question, Roger. I'm hoping I'm answering. Merci beaucoup pour la question, Roger. Je pense que je vous ai bien compris. En ce qui concerne les canevas, je serais content de vous mettre en contact avec les mouvements sur l'environnement local. Donc, qui a un comité pour les fermiers donc dans les milieux locaux et les experts, donc les scientifiques en termes de l'environnement, les ingénieurs et quelques qui collaborent avec eux pour collecter, par exemple, les échantillons dans les rivières. La première tâche, c'est d'établir que la rivière est en fait polluée parce que souvent, les syndicalistes, ils ont peut-être que non, il n'y a pas les problèmes de pollution. Même s'il y avait des couleurs qui changeaient dans la rivière, quand même il y avait tant de difficultés, mais ils ont continué à renier qu'il y avait la pollution. Alors, il y a des outils, ils ont formé ces comités qui étaient actifs pendant très longtemps. C'était des organisations des sociétés civiles, pas seulement les ingénieurs et les scientifiques, mais il y avait beaucoup d'autres parties prenantes. Il y avait des personnes, des mouvements sociaux, des groupes de mouvements sociaux, l'Association nationale de personnes. Donc, en fait, il y avait des représentants même de différentes industries. Alors, ces comités étaient formés tels que les membres des différentes parties prenantes se sont réunis pour comprendre cette question. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez répliquer aussi, et peut-être former ces groupes pour voir et prouver les degrés auxquels les ressources sont endommagées. Bien sûr, ce n'est pas facile. Quand même, ces groupes prouvent quelque chose, que le gouvernement va prendre des actions. Souvent, donc, c'est extrêmement important, même dans cet état, donc malgré les actions progressives qui ont été prises, l'État n'a pas pris de position forte contre les industriels. Malgré qu'il y avait des preuves qu'il y a donc de déchets chimiques qui polluent, souvent l'État donc il se focalise sur la croissance économique. Alors, donc, je pense que
beaucoup de nos États ont des difficultés pour trouver des solutions, donc parce qu'ils ne veulent pas, par exemple, faire du mal à un tel ou tel secteur. Alors, même ici, il y avait beaucoup de corruption parce qu'il y avait un conseil, il y avait une agence de contrôle de pollution qui avait la responsabilité de se rassurer que les industries sont en train de suivre toutes les règles mandatées par la loi. Cette agence, l'Office de corruption et de pollution, était vraiment caractérisée par la corruption. Il prenait l'argent. Malgré toutes ces règles, en Inde, la corruption est un problème réel. Quand même l'État, à quelques degrés, voudrait mettre en œuvre ces règles. La plupart de ces agences, ils prennent l'argent des industries et par conséquent, ils font fi à certaines règles. Donc, la proposition que je suis contente, peut-être je peux m'appeler comme étudiante pour comprendre le mouvement social. Ce n'était pas, c'était l'effort pour mobiliser, organiser les actions de protestation dans un mouvement particulier. Alors, si je vous connecte à ces mouvements, ils peuvent vous donner des idées. Par conséquent, même dans ces cas, ils n'ont pas réussi à pouvoir voir le gouvernement. Dans ces cas, ils n'ont pas réussi à faire que les syndicats puissent être de leur côté, dans ce sens que, s'il y a le canevas que vous pouvez prendre, ça doit être une tâche, par exemple, où vous pouvez, ces mouvements, ce qui se passe en Inde. Donc, ma réponse à ça, mais je serais content de vous mettre en contact avec ces groupes de mouvements si vous êtes intéressés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Silpa, pour ces... Moi-même, j'attends bien le contact. Il me faut vraiment avoir ce contact-là pour qu'on travaille ensemble. Absolutely, I'd be happy to. Absolument. Je serais contente de vous mettre en contact avec eux, peut-être pour que vous puissiez avoir des conversations, que vous puissiez être en mesure de leur poser toutes ces questions. Comment il faut. Vous avez mon email adresse, s'il vous plaît, écrivez-moi et je vais vous aider à faciliter donc cette rencontre. Avec Silpa au niveau de la plateforme iVersity dans le cours, elle est là, donc vous pouvez lui rejoindre directement, Roger, pour entrer en contact avec elle pour davantage échanger. À ce point, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a des questions. Je vois parmi nous Michael, Nathaniel, Lucky. On aimerait avoir vos questions. Hein. Posez les questions. Posez toutes questions en ce qui concerne cette thématique que nous abordons aujourd'hui et les réalités où vous vous trouvez. Roger, vous pouvez partir au niveau de my email address in the chat box. Okay, so you can note it from there. Oui, Michael, tu peux prendre la parole. Roger, il y a l'adresse de Silpa au niveau du chat box des conversations. Donc, sens-toi libre de prendre et puis vous pouvez correspondre avec elle directement par email. Oui, Michael, prends la parole. Il faut ouvrir ton micro. Ouvre ton micro. OK, j'ai ouvert mon micro. Merci beaucoup pour cette belle vidéoconférence et nous avons beaucoup appris de l'expérience indienne où les paysans et les agriculteurs ont pu mener une lutte pour préserver leurs ressources. Mais comme on l'avait mentionné dans le cadre du cours, une situation pareille a lieu chez nous en Côte d'Ivoire, mais à un autre niveau. C'est le phénomène des orpailleurs clandestins qui sont des travailleurs immigrés venant des pays limitrophes et qui viennent exploiter de l'or dans les différentes localités de la Côte d'Ivoire où l'activité essentielle à l'origine était agricole. Mais ici, le problème qui se pose, c'est que les autres paysans qui voient leurs terres détruites, qui voient aussi les cours d'eau détruits, puisqu'on utilise le mercure pour pouvoir laver le minerai de l'or et ça pollue les fleuves. Mais entre les populations elles-mêmes, il y a un souci. Parce que, par exemple, je ne sais pas, c'est comme si on a un peu... Allô?
Oui, allô, ok, vas-y, maintenant on te suit. Vas-y. Allô? Oui. Ok. Oui, allô, Donc, je Michael, disais que... tu peux continuer, on te suit maintenant. Ok. Donc, à ce niveau, les organisations qui voudraient lutter contre ce phénomène qui pollue l'environnement et qui détruit l'activité économique des pêcheurs et des paysans sont confrontées à des positions en interne. Parce que quand ces orpailleurs arrivent, ils construisent par exemple des maisons pour le chef de village de la communauté locale. Ils font de la corruption avec même les autorités politiques et les forces de défense et de sécurité. Et c'est extrêmement difficile de pouvoir combattre ce phénomène qui non seulement a une incidence sur les emplois traditionnels existants, mais aussi a un impact à long terme sur l'environnement parce qu'une fois que le site a été utilisé, on ne peut plus pratiquer l'agriculture ni la pêche, qui sont les activités que ces personnes-là faisaient depuis des années. Donc, dans ce cas de figure, quelles sont les méthodes, les stratégies qu'on pourrait utiliser pour vraiment venir à bout de ce phénomène de l'orpaillage clandestin chez nous? Merci. Could you sum up this for me one more time, if that's okay? Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Sure, sure. Thank you so much. So, Merci beaucoup. Michael, merci beaucoup pour vos questions. La solution, une fois de plus, ça a marché dans d'autres pays, dans d'autres études, ça n'a pas marché. Alors, mais ce que j'ai trouvé, la corruption avec cette agence, il continue à pouvoir continuer dans la corruption. Cela fait qu'ils ne se sont pas réunis. Donc, ce n'était pas une lutte commune avec le syndicat que les autres. Alors, ça allait être une grande lutte si c'était réuni, en se rendant compte que la lutte contre le capitalisme, donc le modus operandi du capitalisme, ça ne doit pas, on ne doit pas le faire de manière isolée et de manière où les travailleurs sont en train de lutter pour leur salaire, les meilleures conditions de travail, mais la plupart de ces travailleurs qui sont employés dans les industries, ils vivaient dans des régions particulières et donc ils buvaient de l'eau de ces mêmes rivières polluées. Alors, quand nous parlons de conditions, de meilleures conditions de travail, ces conditions doivent aussi avoir accès à des ressources naturelles telles que accès à l'eau potable. De la même manière pour le mouvement de l'environnement, ça allait être facile de pouvoir combattre avec l'industrie, d'avoir des établissements qui peuvent empêcher la pollution. Et la plupart du temps, ils ont dit que nous n'allons pas, que vous puissiez déverser ces polluants dans nos rivières, par exemple. Donc, et ils ont commencé donc le processus qui s'est passé et donc ils ont ces pouvoirs et ces travailleurs, ils ont utilisé ces pouvoirs de grève pour dire que plus question de pollution parce que nous vivons dans cet environnement. Alors, donc, comment ça s'est passé? Les deux mouvements, s'ils étaient en mesure d'identifier que les questions sont combinées, ça n'a pas de sens d'avoir des combats séparés. Ça n'a pas de sens donc d'établir des alliances avec les industries pour établir l'alliance avec d'autres mouvements industriels. Et je pense là, ils allaient avoir beaucoup de chances de réussir. Voilà, c'est ça la solution un peu théorique, mais pratiquement, c'est très difficile de réaliser cela. Pourquoi je dis ça? Parce que les industries, ils sont en train d'injecter beaucoup d'argent. Donc, ils sont en train d'acheter
le leadership du syndicat pour qu'ils ne puissent pas parler des questions relatives à l'environnement. Et malheureusement, le monde fait que même dans les mouvements sociaux, le pouvoir monétaire peut faire que les choses puissent changer. Les ressources, dans ce sens, donc importent beaucoup. Je sais que je ne vous donne pas des solutions claires qui, malheureusement, ça n'existe pas. Mais théoriquement, ce que vous devez faire, c'est avoir des mouvements sociaux forts pour que vous puissiez avoir des liens avec d'autres mouvements donc activistes pour que le capitaliste, pour trouver que ça soit difficile de remplacer. Mais c'est juste, je pense théoriquement, ça s'est passé dans d'autres parties du monde, mais dans mon cas, ça ne s'est pas passé, mais ça peut se faire. Il y a beaucoup de chances de réaliser les meilleures conditions de travail ainsi qu'un environnement sain. Merci. Merci beaucoup. Une fois de plus pour de réponse à la question de Michael. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une autre personne qui a une question? Je vois Lucky qui est connecté. Est-ce que Lucky peut avoir une question ou alors... Okay. Je n'ai pas de question, mais juste une remarque en fait par rapport à ça. Ok, une remarque, pas de souci. Peut-être que tu augmentes le volume. Lucky, vous pouvez aller maintenant. Vous pouvez poser votre question. De la présentation. Apparemment, ton micro est fermé. Je ne sais pas, on ne te suit pas. Oui, alors, là, vous m'entendez? Oui, là, c'est bon maintenant. Oui. Alors, ma remarque, en fait, elle concerne le niveau des populations qui sont touchées par les problèmes environnementaux comme celui-là, qui sont généralement des populations minorisées, à un niveau d'instruction peut-être qui leur permettent déjà de connaître leur droit. C'est comme le cas à Madagascar, qui sont des gens qui n'ont vraiment pas d'affinité avec l'administration. Et j'aimerais en fait qu'on réfléchisse ensemble à un moyen de rendre un peu plus facile à digérer pour ces populations-là, en fait, de grève, de plaidoyer, et de lobbying et tout ça. On peut se considérer ces problématiques-là. Voilà. I don't know if maybe the moderator can assist here. Parce que je n'ai pas bien compris. Il était en train de grésiller là. Je n'ai pas tout saisi. Je sais pas là. C'est vrai que je ne suis pas à la traduction en ce moment. Yes, I could hear some part of it. Huh? J'ai compris une partie de ça. Ce que j'ai compris, c'est ceci. Ce que Lucky disait, qu'est-ce qui va se passer au Madagascar? C'est le contexte du Madagascar. Donc, la personne demandait, quand les gens sont marginalisés, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe autour d'eux. Alors, comment pouvez-vous les organiser? Et c'est ça la question, Lucky, que tu posais? Oui, c'est ça. Yes. Okay. So there are two propositions. Okay, firstly. Donc, d'abord, il y a deux points. D'abord, ça dépend des problèmes de l'environnement auquel vous faites face. La première chose, donc la réponse va se baser sur l'étude du terrain. Pendant la première phase de l'industrialisation, la région avait donc 400 industries chimiques. Donc, à telle enseigne que la pollution était vraiment dangereuse, qu'on pouvait sentir ces effets néfastes de la pollution. Il y avait moins à convaincre ces gens, leur dire que vous avez les problèmes, parce que le problème était là, parce que vous ne devez pas aller d'une maison à une autre, parler aux gens pour leur convaincre que les problèmes existent. C'était clair que les problèmes existaient, parce qu'ils avaient des difficultés pour respirer. Ils ne pouvaient même pas, ils pouvaient voir
donc les rivières l'eau des rivières en train de changer dans les différentes couleurs. Alors, il y avait aussi des cas où certains produits chimiques qui venaient des industries donc prenaient même feu. Alors, beaucoup de fois, il y avait même des flammes, des feux. Les gens savaient qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas et cela était dû aux industries. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était donc les conséquences exactes de ces polluants sur leur santé en tant que personnes qui vivaient au bord de la rivière. Alors, ces mouvements, alors, ce qu'ils ont réussi pour que si on peut se tenir ensemble, nous savons que tous vous expérimentez ces problèmes, vous trouvez des difficultés à respirer, vous avez des problèmes de poumons, ainsi de suite. Mais si nous nous tenons ensemble et nous faisons nos demandes, nous pouvons créer un certain changement. Et ils ont aussi dit que si vous faites certaines études, nous pouvons identifier exactement quel genre de troubles nous avons en état exposé à ces déchets chimiques, donc à des étapes successives. Donc, le mouvement a conduit les enquêtes comparatives. Ils ont pris des échantillons à des différentes étapes, donc à des différentes, bien sûr, densités de population. Ils ont fait l'étude, ils ont trouvé que beaucoup de problèmes de santé, tels que les problèmes de maladies des reins et de maladies respiratoires. Il y a eu beaucoup d'autres cas. Alors, ils ont initié certaines études scientifiques, pas seulement mobiliser les gens, les convaincre, ils ont organisé aussi des campagnes dans d'éducation. Donc, il y a eu beaucoup d'experts qui sont descendus pour parler à la population. Qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut défier cela? Quelles sont les conséquences d'être exposé, par exemple, à ces... Nous avons, donc, ils ont des études, des analyses sur l'eau des rivières et l'étude de Greenpeace ont déclaré que c'est un point névralgique pour dire aux gens que vous êtes en danger. Ce sont là l'une des stratégies qui ont aidé de pouvoir sonner l'alerte donc pour dire que donc une phase initiale du mouvement, donc quand les effets de la pollution étaient visibles, les gens ont participé dans ces démonstrations de manière un peu positive, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Maintenant que les effets de la pollution ont diminué, ce n'est plus visible, les gens, donc, mais c'est mieux, mais la rivière est toujours donc polluée, mais ce n'est plus visible. Alors, les organisateurs de ce mouvement ont trouvé que c'est difficile de convaincre les gens de descendre dans la rue pour combattre cette pollution parce que les gens croient qu'il n'y a plus d'histoire, il y avait la pollution dans le passé, la pollution est déjà partie. Alors, voilà, je vais m'arrêter par là. Merci beaucoup, Silpa, pour une fois de plus ces éléments de questions. Je ne sais pas s'il y a encore une dernière question avant que nous suivons peut-être le mot de fin de Silpa et allô? On conclut cette session. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, merci de te présenter et puis tu poses la question. Très bien, donc c'est Nathanaël. Allô? Ok, Nathanaël, on te suit. Exact, donc merci beaucoup à Silpa pour le partage, c'était très enrichissant. Donc, je suis du Sénégal et voilà, je voulais juste reposer une question d'actualité. Donc, vu qu'on se dirige vers la COP27, donc c'était vraiment pour voir comment est-ce que vous en êtes par rapport aux préparations avec le mouvement en Inde. Voilà, quels sont aujourd'hui vraiment les plaidoyers que vous allez porter et voilà, vraiment les bonnes pratiques que vous allez mettre sur la table et voilà, vos principales recommandations. Donc vraiment, c'était ça la question d'actualité vraiment que je voudrais poser pour voilà, voir vos perspectives et apprendre dessus, quoi. Merci. Thank you, Nathaniel, for that question. Merci beaucoup, Nathaniel. Et
Donc, je ne vous ai pas adressé par votre avis, je m'excuse aussi, Lucky, mais mon commentaire sur le COP 27, donc, en tant que chercheur, donc, qui est intéressé dans le développement national, donc, cependant, ce que je suis en train d'espérer, c'est reconnaître comment le changement climatique affecte les populations marginalisées, les rendent plus vulnérables que d'autres groupes de personnes. Ce qui pousse la vulnérabilité, c'est d'abord reconnaître dans l'agenda, dans les sessions, dans les thèmes des sessions de COP 27, c'est quelque chose qui est un grand changement quand vous comparez ça avec les années passées. C'est un changement vraiment qui est bien reçu car les changements climatiques, dans le passé, on parlait de ça comme quelque chose, donc non, ce n'est plus le cas. Donc, les changements climatiques, comme toute autre forme d'inégalité, frappe très fort le vulnérable, le marginalisé. Il est établi que les pauvres et les plus marginalisés vont être les plus frappés par le changement climatique. Et ces personnes sont vulnérables. Alors, c'est une chose que j'aimerais voir, c'est voir comment ces discussions se passent dans ces sous-thèmes, particulièrement la vulnérabilité des communautés pauvres et marginalisées. La deuxième question, c'est la juste transition. Ça s'est passé dans le passé. Il y a eu des discussions sur cette question de juste transition. Malheureusement, on ne voit pas beaucoup de changements. Bien sûr, ça se passe en Europe, ainsi de suite, mais aussi, pour le pays dans le sud, c'est encore une idée. Donc, il y a cette question de la juste transition. Donc, le régime transite vers le carburant, vers les énergies renouvelables. Donc, le principe, donc, c'est la question, c'est une question, ce sont deux thèmes que je vais voir, et le résultat, peut-être, ils peuvent agir comme nous, les pays qui sont à des différentes étapes de développement et nous avons beaucoup de populations pauvres et marginalisées. Ce sont des thèmes que moi, en tant qu'observateur, je dois voir comment cela va être discuté. Merci beaucoup. Pour nous permettre également d'observer en fait cette COP qui est en train de venir d'ici novembre, quoi. On va également observer ces phénomènes de la juste transition, si ces questions sont véritablement mises sur la table. On aimerait savoir, peut-être pour conclure, quel est le mot de fin que tu peux partager avec nous en ce qui concerne ce phénomène de pollution des rivières, pas seulement en Inde, mais dans le monde entier, en termes de conclusion. Now, first of all, I'd like to thank all of you. J'aimerais vous remercier de m'avoir donné cette opportunité. Et donc, c'était un parcours, particulièrement les sessions d'atelier en termes de questions que vous posez. Et j'espère donc de faire ceci dans l'avenir. Et pour COP27, vous permettez ça, comment les discussions vont se dérouler. Et donc, la question de pollution, donc je donne tout le pouvoir à des organisations dans le monde qui sont ici, d'avoir des mouvements, de mobiliser les gens qui sont affectés par la pollution et de former des mouvements forts d'un mouvement. Mais former un mouvement, étudier un mouvement, c'est facile, mais former un mouvement, c'est très difficile. Et j'espère que beaucoup de gens vont se réunir pour former ces mouvements contre la pollution, tous ces polluants, ça affecte de moyens de subsistance, particulièrement les travailleurs, les populations les plus marginalisées. Il n'y a pas vraiment
d'être libre à faire le travail de l'environnement. Je pense que le mouvement va être le point où nous devons reconnaître donc les externalités, la justice, qui est le même terme, et sans pour autant compromettre les droits des travailleurs. Et sur ce, j'aimerais remercier les organisateurs, Matida et le traducteur, Nocha, et j'ai bien prononcé votre nom, Nucha. C'est un réel plaisir d'être avec vous. C'était un honneur pour nous de t'avoir cet après-midi. On connaît que tu as un agenda très chargé. Chers participants, mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir pour nous d'être ici cet après-midi une fois de plus pour débattre sur la question du mouvement des pêcheurs et des paysans résistant à la pollution des fleuves anonymes. J'espère que vous avez aimé comme moi j'ai aimé. J'espère que vous avez appris comme moi j'ai beaucoup appris en ce qui concerne cette thématique. Comme vous le savez, c'est l'une des séries d'ateliers que nous avons dans le cadre de ce cours en ligne gratuit, juste vers la question écologique du travail. Retrouvez-nous le 3 novembre encore pour débattre sur une autre question intéressante avec le professeur Marcus sur la question de travail et environnement, une relation contradictoire. On va vous envoyer le lien, veuillez vous inscrire, donc prenez le temps de suivre le cours un nouveau chapitre sera en ligne d'ici le week-end. Donc, prenez le temps de suivre également, préparer les questions que vous avez pour nos différents experts. C'était un réel plaisir une fois de plus. Merci d'avoir honoré notre rendez-vous et merci beaucoup, Silpa, d'être parmi nous cet après-midi. Merci.